Bonjour, aujourd'hui nous allons voir les notions de microbiologie en commençant bien sûr par expliquer ce que sont les micro-organismes. Alors le micro-organisme c'est un être vivant unicellulaire que l'on ne peut observer qu'à l'aide d'un microscope. Alors ces micro-organismes on peut les trouver un petit peu partout. On va les trouver à la fois sur les objets, que ce soit une chaise, une table, une fourchette, une voiture, etc. On peut également les trouver sur les aliments, mais on peut également les trouver dans l'air et enfin même à l'intérieur de notre organisme. Alors ces micro-organismes pour la plupart sont inoffensifs, mais attention, certains sont dangereux pour la santé. On parle alors de micro-organismes pathogènes. Ce sont en fait les microbes. Les micro-organismes, eh bien, on en retrouve 4 grandes sortes. Alors les 4 sortes sont les virus, les bactéries, les protozoaires et les champignons microscopiques. Donc vous avez ici un petit tableau dans lequel on reprend les différentes caractéristiques de chaque micro-organisme. Et en dessous encore, dans la deuxième ligne, vous avez des exemples de micro-organismes ainsi que les maladies que vont causer ces micro-organismes, ces microbes donc. Bon, alors, il y a quand même quelque chose de très important qu'il faut savoir, c'est que les antibiotiques, que l'on vous donne chez le médecin, eh bien, ils ne sont efficaces que contre les bactéries. Donc, ça ne sert à rien de prendre des antibiotiques, quand on est atteint, d'un virus, ça ne change absolument rien. Alors, pour déterminer un micro-organisme, eh bien, on va pouvoir déterminer si d'abord il est virulent. Virulent, ça veut dire est-ce qu'il se multiplie rapidement? Cette virulence va dépendre de 3 choses. Elle va dépendre d'abord du type de germe, c'est-à-dire si c'est une bactérie, un virus, un protozoaire, et cetera. Ça va dépendre de l'hôte. L'hôte, c'est l'organisme qui est infecté par ce micro-organisme et enfin la voie d'introduction du germe. Si c'est un germe qui va facilement rentrer dans l'organisme, que ce soit par le nez, la bouche, et cetera. Enfin, la toxicité, eh bien, c'est la mesure de la capacité de ce micro-organisme à pouvoir, avoir un effet toxique, donc à avoir un effet néfaste sur la santé. Alors, ces micro-organismes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont simplement produire des substances toxiques qu'on appelle des toxines. C'est, si vous voulez, le poison qui va empoisonner votre organisme. Alors, quelles sont les caractéristiques, des micro-organismes? Eh bien, on a d'abord la nutrition, donc la façon dont ils se nourrissent. On a également la respiration, mais on a également la multiplication. Alors au niveau de la nutrition, eh bien on sait simplement que ces micro-organismes vont puiser leur énergie dans ce qui les entoure, que ce soit au niveau matière organique ou au niveau également de la lumière. Donc on parle alors à ce moment-là d'organismes phototrophes qui vont donc puiser leur énergie au niveau de la lumière. Ceux qui vont utiliser des substances chimiques, on appelle ça des chimiotrophes. Et voilà. Pour la respiration, eh bien, on a également 2 sortes de micro-organismes. On a ceux qui ont besoin d'oxygène, c'est ce qu'on appelle les micro-organismes aérobies, et on a les organismes qui, en présence d'oxygène, vont mourir. Ce sont les micro-organismes, pardon, anaérobies. Et enfin, pour la multiplication, eh bien, on a la multiplication, 2 types de multiplication différentes. On a la multiplication des bactéries qui se fait par mitose, toute simple, hein, on a vu ça en troisième. Et alors on a la multiplication des virus qui ont une particularité quand même, c'est que pour pouvoir se multiplier, ils sont obligés de se retrouver à l'intérieur d'une cellule hôte. S'ils ne sont pas à l'intérieur d'une cellule hôte, ils ne vont pas se multiplier, ils vont mourir.
Alors, nous avons vu qu'il y avait une grande diversité dans les micro-organismes et on a vu évidemment que certains d'entre eux pouvaient être pathogènes. Mais par où et comment pénètrent-ils dans notre corps? Eh bien, ils vont trouver des voies d'introduction simplement par les orifices naturels de notre corps. Par exemple, les voies respiratoires, donc le nez, la bouche. C'est le cas du virus de la grippe qui peut facilement s'introduire par là. Nous avons également les voies digestives, la bouche. Nous avons la voie cutanée, c'est-à-dire par la peau. Pour ce faire, il faut qu'il y ait une petite coupure ou alors une piqûre d'insecte, par exemple. Et alors, on a les voies génitales lors de rapports sexuels non protégés. Alors, que se passe-t-il lorsque une substance étrangère pénètre un organisme? Eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir ce qu'on appelle une réaction immunitaire. L'immunité, c'est l'état de protection que l'organisme va développer pour combattre cette substance étrangère. Cette substance étrangère, eh bien, on l'appelle antigène. Il y a trois types de défense. Il y a tout d'abord la phagocytose, la production de substances chimiques, mais également la production de cellules tueuses. On va un petit peu voir les trois types de défense, comment ils agissent. Alors la phagocytose, c'est simplement une sorte de cellule que l'on appelle le phagocyte qui va venir emprisonner l'antigène. Dans l'exemple que l'on peut voir ici, c'est une bactérie. Il va venir l'entourer et il va venir digérer cette bactérie. Donc il va s'en débarrasser. Le deuxième système de défense, c'est la production de substances chimiques. Lorsqu'un antigène pénètre l'organisme, eh bien, les globules blancs vont être produits par les ganglions. Il y a deux types de globules blancs. Il y a d'abord les lymphocytes B, qui eux vont donc fabriquer une substance chimique que l'on va appeler anticorps. Ces anticorps qui vont être libérés dans le sang, eh bien, ils vont pouvoir détruire les microbes, donc les antigènes qui sont dans l'organisme. Et enfin, la troisième méthode de défense, c'est la production de cellules tueuses. Eh bien, il y a d'autres types de globules blancs qu'on appelle les lymphocytes T, qui sont en fait des cellules qui vont directement tuer donc l'antigène qui est entré dans l'organisme. Bon, pour ce faire, on peut également renforcer le système immunitaire. Vous connaissez tous bien sûr la vaccination. Alors là, dans ce cas-là, on introduit directement l'antigène à l'intérieur de l'organisme. Cet organisme va alors produire les anticorps qui vont ensuite pouvoir alors défendre l'organisme. Alors il y a la sérothérapie, là c'est différent, on va directement donner les anticorps à l'organisme pour qu'il puisse se défendre. On va un petit peu maintenant comparer ces deux renforcements immunitaires. Alors au niveau de la vaccination, c'est ce qu'on appelle une action préventive puisqu'on va inoculer, on va donc donner aux, aux personnes directement l'antigène qui peut être modifié ou qui peut être atténué et la personne va simplement développer ses anticorps. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça une action préventive. On va la donner, on va donc vacciner une personne saine. À l'opposé, la sérothérapie, eh bien, on va la pratiquer directement sur une personne qui est malade. On va lui donner directement les anticorps qui vont permettre de guérir la personne malade. Alors l'avantage également de la vaccination, c'est que c'est une méthode active, donc c'est l'organisme lui-même qui va pouvoir fabriquer ses anticorps et donc il va obtenir une immunité certes lente, mais qui peut être plus longue, plus durable dans le temps. La sérothérapie, eh bien là, évidemment, on a directement injecté les anticorps, donc c'est une méthode qui va être beaucoup plus rapide, mais qui va être de plus courte durée. On parle d'une méthode passive, c'est-à-dire que ben voilà, l'organisme ne fabrique pas les anticorps, on lui a donné directement les anticorps. Alors pour voir un petit peu dans quelles conditions une maladie va pouvoir se répandre, eh bien, il faut trois facteurs. Ces trois facteurs, on va les distribuer sur un triangle, ce qu'on appelle le triangle épidémiologique. Les trois facteurs qui sont indispensables pour qu'il y ait une contamination et une épidémie, eh bien, ils sont d'abord le type d'agent, donc il faut voir un petit peu le type de germe dont il s'agit, donc le type de microbe, voir sa virulence, sa toxicité, etc. Deuxième chose, c'est l'environnement. L'environnement, c'est quoi? C'est l'hygiène des gens, c'est l'hygiène de la société, c'est voir s'il y a des hôpitaux, assez de médecins pour les gens, le type de climat, etc. Tous ces facteurs vont favoriser le développement de l'agent pathogène. Et enfin, la troisième partie du triangle, c'est l'hôte, donc c'est-à-dire la personne qui va être contaminée. Eh bien,
évidemment en fonction de l'âge, de l'état de santé et éventuellement des antécédents génétiques dans la famille. Donc, c'est-à-dire si les parents, les grands-parents ont déjà eu des maladies. Maintenant, on va voir un petit peu comment vont se propager ces agents infectieux. Et pour ce faire, je vous laisse regarder cette petite vidéo. Pour qu'il y ait risque biologique, il faut une source d'infection. Il peut s'agir d'un être vivant, humain ou animal, d'un objet contaminé, du sol ou de l'eau. La source d'infection est appelée un réservoir. Quand les agents biologiques peuvent sortir du réservoir, il y a risque d'infection. Ils peuvent être transmis par l'air, comme pour la grippe ou la tuberculose, mais aussi par simple contact, comme pour la rage ou une mycose cutanée. La transmission peut se faire par les mains contaminées, en se frottant les yeux, ou en fumant, par exemple. Elle peut encore se faire par l'intermédiaire d'un objet ou d'un animal contaminé. Les agents biologiques peuvent entrer dans le corps humain de différentes manières. Par le nez, la bouche, les yeux, la peau. Ce sont les portes d'entrée dans le corps humain. Donc, résumons. Pour qu'il y ait risque biologique, il faut d'abord un réservoir d'où les agents biologiques s'échappent par des portes de sortie. Ils peuvent alors atteindre les portes d'entrée du corps humain. Ces différentes étapes constituent la chaîne de transmission. Pour prévenir le risque biologique, cette chaîne doit être rompue. Maintenant qu'on a vu comment pouvaient se propager ces germes, eh bien, on va voir comment est-ce que l'on peut s'en protéger. La prévention du risque biologique doit avant tout être collective. On peut d'abord agir sur l'origine des risques, par le dépistage, le traitement, l'élimination, le nettoyage ou la désinfection. On peut aussi limiter l'accès à la source d'infection. Par exemple, en mécanisant certaines tâches. Il est aussi possible de réorganiser les locaux ou le travail. On peut encore ventiler, dératiser ou désinsectiser. En complément, des mesures individuelles s'imposent. Par exemple, des mesures d'hygiène. Après tout contact avec une source d'infection, il faut se laver les mains. Et ce lavage doit être systématique, avant de manger, de fumer, de se maquiller ou d'aller aux toilettes. Il faut aussi changer de tenue quand on change de poste ou avant de rentrer à la maison. Enfin, la prévention individuelle peut aussi nécessiter le port d'équipements de protection individuelle. Donc, résumons. Il y a d'abord une source d'infection, d'où les agents biologiques s'échappent par les portes de sortie. Ils peuvent alors atteindre les portes d'entrée du corps humain. C'est la chaîne de transmission. Pour prévenir le risque biologique, il faut rompre cette chaîne à un ou plusieurs niveaux. Et bien voilà, c'est ici que s'achève cette première partie du cours. J'espère que ça vous a intéressé. J'espère que je n'ai pas parlé trop vite, comme à mon habitude, et que je n'ai pas crié non plus trop fort. J'espère que voilà, vous avez compris un maximum. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message sur ma messagerie. Voilà, je vais vous la donner dans la petite vidéo. Puis, si vous avez évidemment des questions, vous n'hésitez pas et je vous répondrai dès que je peux, quoi. Alors, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée, un bon week-end et restez chez vous.